Très bien, les amis, bon lundi à tous. Je suis de retour. J'espère que je vous ai manqué. Vous m'avez manqué, vous aussi. Enfin, techniquement, j'étais déjà de retour vendredi aussi. Parce que Trump a tout simplement perdu la tête et il ne l'a pas retrouvé ce week-end. Je vais vous dire, il n'y avait pas eu, je crois, de coup de feu tiré sur un pape pour des raisons politiques depuis 1981, mais Donald Trump est sous influence démoniaque. Alors, il a décidé de s'en prendre, au sens figuré, à sa sainteté, le pape Léon XIV, et ça ne se passe pas bien pour lui. Ça ne se passe vraiment pas bien du tout pour Trump. Aussi, au cas où vous l'auriez manqué, Baron Coleman a fait une découverte choquante la semaine dernière dans les dossiers Tyler Robinson, ce qui a confirmé certains de nos précédents reportages. Il faut absolument qu'on en parle. Parce qu'à part une corruption flagrante, d'après la façon dont j'examine ces affaires, je ne vois vraiment aucun moyen pour que les fédéraux puissent gagner ce procès. À mon avis, Tyler Robinson n'a pas commis ce crime. Je suis convaincue et je vais vous montrer plus de preuves pour expliquer pourquoi je le suis. Et enfin, les amis des donateurs m'ont contacté, des donateurs de Turning Point USA qui étaient à Aspen. Quand Charlie aurait dit « Je nomme Erika Kirk », ils m'ont dit que cet enregistrement audio est complètement faux et ils sont choqués. Alors, bienvenue à nouveau sur Candice. Bon, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je dois d'abord vous parler de mon week-end parce qu'il a été un peu foufou. Je suis assez convaincue que ma vie est en fait une sitcom, d'accord? Probablement une sitcom écrite par Will Ferrell. Parfois, je crois que je pourrais être un personnage des Sims et que quelqu'un s'amuse beaucoup. Pour vous donner un peu de contexte, je n'en avais pas parlé avant parce que c'est plutôt nul, mais j'ai le pied cassé depuis 4 semaines. Je me suis cassé le pied, sans blague, un vendredi 13. Voilà une photo. Et je ne faisais rien. C'était vraiment pas cool. Je portais une pantoufle trop grande pour moi et je me suis levée pour faire un pas. J'ai glissé à l'intérieur de la pantoufle et j'ai atterri comme ça sur l'avant de mon pied droit. J'ai entendu le craquement. Très fière de moi. Je n'ai pas crié parce que ma fille était à portée d'oreille et je ne voulais pas lui faire peur. Mais bon, comme vous pouvez l'imaginer, avec 4 enfants de moins de 5 ans, c'est un petit inconvénient, d'accord? Je ne peux même pas porter mon plus jeune qui a 11 mois. Il ne marche pas encore, à part quelques pas avant que ça ne devienne trop fatigant. Bref, samedi matin, je réveille tous les enfants, d'accord? On va se marcher en plein air. On va retrouver Theo Vaughn. Mes enfants adorent Theo Vaughn. Et à ce marché en particulier, il y a une aire de jeu. Je veux être claire, c'est une aire de jeu pour la maternelle. C'est pour les tout petits, même pas pour les enfants. Donc, j'achète ce que j'ai à acheter à ce marché. Et mon mari est avec moi et il porte notre bébé de 11 mois parce que je ne peux pas le porter. Et déjà, tu sais, ce n'est pas le meilleur samedi matin. Parce que je venais juste d'apprendre la veille, via une déclaration présidentielle, que Brigitte Macron est bien plus jolie que moi. J'ai même appris que la différence n'est même pas minime. Ce n'est même pas comparable. J'ai un peu honte de montrer mon visage en public. Je porte mes grosses lunettes de soleil. Bref, on a acheté ce qu'il me fallait pour le dîner. Et ensuite, je me dirigeais vers l'aire de jeu pour tout petit, juste à côté du marché. Donc, les enfants pouvaient courir un peu et, à environ 12 mètres de la petite porte qui ouvre sur l'aire de jeu, mon mari remarque qu'il y a une femme âgée allongée sur le béton au milieu du parking. Il y a 2 hommes debout au-dessus d'elle. Il est évident qu'il se passe quelque chose. Je comprends tout de suite ce que ça veut dire. Mon mari est le genre de personne qui va toujours essayer d'aider dans n'importe quelle situation. Et il dit « Bon, j'ai une trousse médicale dans la voiture. J'ai une trousse médicale, laisse-moi juste vérifier si elle va bien. » Et moi, je suis un peu égoïste sur le moment parce que je réalise que je vais devoir porter le sac et tenir le bébé. Et je me dis « Il y a déjà des gars là-bas. » Mais je me dis « Bon, évidemment, tu devrais y aller, essayer d'aider et voir s'ils ont appelé le 911. » Donc, je veux juste que tu gardes ça en tête. Moi, avec une botte médicale, marchant en boitant, un sac de course sur l'épaule gauche et un bébé de 11 mois, très grand, vraiment hors norme. Je veux juste que vous sachiez que dans ce moment-là, je suis clairement une victime. Il fait aussi genre 29 degrés, il fait une chaleur étouffante en plus de tout ça. Et je fais le trajet de 12 mètres. Et dès que j'arrive sur l'aire de jeu de cette école maternelle, je vois Cabot Phillips. D'accord. L'ex-petit ami d'Erika, un des nombreux employés actuels de Daily Wire qui est passé dans mon podcast,
quand Mitch a donné la description d'un homme qu'il pensait avoir vu avec Erika à Fort Huachuca en septembre dernier. Vous vous souviendrez que j'ai envoyé un message à Cabo Phillips avant de parler de lui dans le podcast pour obtenir une simple réponse par oui ou par non. Et est-ce que tu étais à Fort Huachuca? Le gars pense un peu que oui. Cette personne correspond à ta description. Il a décidé de ne pas répondre. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense un peu que c'est parce qu'il travaille au Daily Wire et que c'est un peu comme un grand club de théâtre. Et ils ont trop réfléchi et se sont dit, on peut juste faire tada et la surprendre, peu importe. Bref, il me regarde et sa mâchoire, littéralement sa bouche était grande ouverte, comme dans une sitcom. Je ne pense pas que les gens fassent vraiment ça. Je ne pensais pas que les gens faisaient vraiment ça dans la vraie vie, mais lui, il l'a fait. Alors j'ai dit, salut Cabo, parce que qu'est-ce que tu veux dire d'autre quand quelqu'un est comme ça? Et il répond, non, tu sais quoi? Je n'ai vraiment pas envie de faire ça maintenant. Et j'ai dit, d'accord, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Évidemment, on est dans un espace très confiné ici avec de très jeunes enfants. Il avait son enfant de 2 ans. J'ai 4 enfants sur cette aire de jeu. Il était en infériorité numérique, pour être clair. J'ai 4 enfants sur cette aire de jeu, mais lui, il était remonté. Donc, il voulait, je suppose, avoir une petite joute verbale. Et son énergie, c'était vraiment celle d'un père à un match de T-ball. Tu vois, celui qui veut se disputer avec l'arbitre, qui est en fait juste un ado bénévole. Et il répond juste non. Alors, il m'a dit, d'un ton assez mystérieux, vraiment mystérieux, il a dit « c'est mon fils ». Alors, je regarde l'enfant. Il est vraiment mignon. Et j'ai dit « oh, bonjour !» Et il répond « ah bon? À cause de vous, les gens ne croient pas qu'il soit mon fils? » D'accord. Je suis complètement perdue. J'étais tellement confuse. Je n'y suis jamais allée, encore plus confus. J'ai aussi très chaud et je ne peux pas marcher. J'ai enquêté sur beaucoup de choses dans ce podcast, mais la paternité du fils de Cabo Phillips, ce n'est pas dans cette émission. Mauvaise émission, mauvais podcast. La grand-mère de Kamala, absolument, c'était moi, mais ça, c'est un peu déplacé. Alors j'ai dit, Cabo, ce n'est pas l'endroit approprié. Nous sommes sur une aire de jeu pour tout petits. Si tu veux sortir de cette zone de jeu désignée pour discuter, je le ferai volontiers, mais pas devant mes enfants. Et là, il dit, oh, maintenant tu t'intéresses aux enfants? J'ai répondu, oui, c'est un peu tout mon truc. Je me soucie des enfants et mes enfants n'ont aucune idée de ce que je fais. Donc, encore une fois, si tu veux sortir de ce périmètre, on peut discuter. Et puis, il a soufflé bruyamment, il était en train d'envoyer des messages sur son téléphone, puis il a décidé qu'il n'en avait pas fini, apparemment. Et cette partie suivante, je me suis juste dit, mais qui écrit ce scénario? Il baisse sa lèvre inférieure comme ça et il dit, c'est mon tatouage. Le voilà, c'est mon tatouage. Tu vois? Et moi, évidemment, je ne voyais rien de là où j'étais. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. 4 enfants, un pied cassé, l'intérieur de la lèvre inférieure de Cabo, tout ça en même temps, sous une chaleur moite de 29 degrés. Il n'y a vraiment aucune justice dans ce monde. Je veux que vous compreniez que j'étais une victime. Je suis en train de me faire victimiser sur cette aire de jeu pour tout petit. Et le dialogue qui se passait évidemment dans ma tête, c'était « Cabote, s'il te plaît, remette ta lèvre dans ta bouche avant que je te frappe au visage. » Mais je suis une crème, je suis comme une pêche du Sud maintenant. Alors, à la place, je lui ai réaffirmé. J'ai dit « Cabo, nous sommes sur une aire de jeu pour tout petit, ce n'est tout simplement pas l'endroit approprié. » Et puis il a dit « Oh, est-ce que ton podcast serait un endroit plus approprié? » Et là, c'était vraiment Todd dans Serial Noceur quand il dit « Oh, est-ce que ça te fera m'aimer? » Et oui, évidemment, mon podcast serait un endroit plus approprié parce que, bon, les tout-petits ne sont pas vraiment mon public cible. Et je tiens à préciser sans équivoque que jamais, dans l'histoire de ce podcast, je n'ai parlé des tatouages de Cabot Phillips ou de l'intérieur de ses lèvres. Et de toute façon, je pense qu'après ça, il a soudainement repris ses esprits et s'est rendu compte que c'était vraiment étrange de sortir sa lèvre sur une aire de jeu pour tout petit. Mais bien sûr, parce que ma vie est en fait une sitcom, quelqu'un s'est dit « Est-ce que ce ne serait pas aussi drôle que, après tout ça, il y ait 2 enfants qui veuillent devenir amis? » C'est exactement ce qui s'est passé. Mon fils de 2 ans a maintenant compris qu'il est à peu près de la même taille que celui de Cabo, qui a aussi l'air d'avoir 2 ans. Et les deux se regardent comme s'ils voulaient jouer ensemble. Je me dis, on fait ça? Je regarde nos fils et demande, vous allez le faire? Eux, c'était, on est devenus meilleurs amis. Ils se regardent, genre, on fait la même taille et on a la même couleur de cheveux.
Et j'ai dû rester assis là pendant les 15 ou 20 minutes suivantes, assis avec mon pied cassé. Pendant que nos petits bambins tournaient l'un autour de l'autre dans leur voiture, je voulais juste que vous sachiez que c'est ça, ma vie, en résumé. Ma vie est très étrange et imprévisible. Et je tiens aussi à préciser que je crois que c'est bien l'enfant de Cabot Phillips. Je n'ai jamais prétendu le contraire, mais il semblait vraiment le connaître et l'apprécier. Donc, pour n'importe quel coin d'Internet qui s'intéresse à ça, considérez l'affaire classée. Bref, je devais partager ça avec vous. On passe à la suite. J'ai d'ailleurs une énorme nouvelle de dernière minute à vous annoncer concernant Erika. Avant la pause, nous vous avions informé que cela faisait des mois que je poussais discrètement le récit, que Charlie, à peine quelques semaines avant sa mort prématurée, littéralement quelques semaines avant, il est monté sur scène à Aspen lors de cette retraite d'investisseurs où il faisait une mise à jour sur l'entreprise et il s'est tenu devant un groupe de donateurs et pour une raison quelconque, après que quelqu'un lui ait posé une question sur ce qui se passerait s'il mourait, parce que c'est une question tout à fait normale à poser, Charlie a déclaré qu'il voulait nommer Erika comme PDG et présidente de son entreprise. Ça ne tenait pas la route pour des raisons évidentes. D'accord, premièrement, aucun mari, aucun homme ne dirait jamais « Si je me fais tuer au travail, je veux que ma femme prenne la place dangereuse que j'occupais à l'instant, non ?» Pour le dire autrement, ils veulent que nous croyions que Charlie s'est dit « Écoutez, si je me fais assassiner, ma femme devrait alors être placée exactement dans la position qui a conduit à mon assassinat. Espérons que nos enfants s'en sortiront. » Ça n'a tout simplement aucun sens. Au-delà de tout le reste, je veux juste que vous vous sentiez libre, d'être capable de faire preuve de bon sens. C'est un peu le but de tout mon podcast. C'est normal d'avoir du bon sens et de ne pas dépendre des experts. Ils sont de plus en plus stupides. Alors je me suis dit, je vais me pencher sur la question. Et bien qu'elle nous ait toutes raconté comment elles avaient filmé ce moment incroyable, nous l'avions en fait appris d'Erika elle-même, comme nous vous l'avons montré lorsqu'elle l'a raconté à Meg et Kelly, qui l'ont toutes plus ou moins répété. Voici ce qu'a dit Charlie. Point de basculement lorsqu'on le pousse, a refusé de montrer la vidéo. Ils ont donc choisi de ne diffuser que l'enregistrement audio. Et quand nous avons demandé la vidéo, Blake a complètement paniqué. Blake, Neff, Blakey Boy, Blakey, le Neff, Neff pour Blakey, mon pote Blake. Il a complètement paniqué. Il a dit que j'étais un psychopathe du métro armé d'un couteau. J'ai répondu, si je dois être ça dans ton imagination, ça me va. On a demandé la vidéo, il a dit non, ce ne sera jamais suffisant. Un peu trop d'émotion, Blake. Je sais lire les ROMs. Tu ne fais pas semblant, hein? Eh bien, devine ce qui s'est passé après qu'on ait diffusé cet épisode. Et je suppose que je n'avais pas réalisé cela. Nous n'avions jamais dit que cela s'était passé à Aspen. La plupart des gens supposaient que ça s'était passé dans les Hamptons. Ça ne s'est pas passé dans les Hamptons. C'est arrivé à Aspen. Donc, après mon épisode, 2 autres donateurs m'ont contacté. Ils étaient présents à cet événement à Aspen et ils étaient choqués. Je suppose qu'ils regardaient mon émission comme Cabot Phillips, ils étaient genre bouche bée. Parce que même s'ils avaient entendu, évidemment, Erika à Amfest, qu'elle était sortie alors que Charlie disait cela, ils l'avaient entendu en parler. Cette déclaration, ils n'étaient pas au courant que Turning Point affirmait que cette déclaration avait eu lieu lors de cet événement. Et ils ont dit, sans équivoque, que cela ne s'était pas produit. Charlie n'a jamais prononcé ces mots. Ils étaient choqués de l'entendre. Donc je vais repasser cet extrait de ce qu'ils sont en train de prétendre que Charlie a dit. Écoutez bien. Notre excellent conseil saurait gérer tout imprévu. Ma femme Erika me succéderait à Turning Point USA. C'est bizarre de dire « je nomme ma femme ». Pourquoi une nomination? On en discute, c'est tout. On dirait plutôt « je pense qu'elle saura gérer », enfin bref. Mais à « je nomme » est trop formel. C'est vraiment très formel. Ça là, il s'avère que c'est peut-être Charlie GPT. Un terme apparu pour la première fois Charlie GPT lors d'une interview par Andrew Colvett. Il a affirmé, après la mort de Charlie, qu'ils avaient reçu des propositions d'entreprise qui voulaient créer exactement cela. Vous ne me croyez pas? Écoutez Andrew Colvett. Et à quel moment, je suppose, à quel moment cela t'est-il apparu clairement que tu allais au moins temporairement ne pas prendre la place de Charlie, mais reprendre une partie de son rôle? Parce qu'évidemment, depuis, tu n'es pas seul, mais tu diriges le Charlie Kirk Show. Tu es, pour le moment, la voix de Charlie Kirk dans l'après-coup. Quand est-ce que c'est devenu clair que c'était quelque chose que tu allais entreprendre?
Ouais, et je veux juste être très clair, je ne me vois pas comme ça, tu sais. J'ai travaillé avec Charlie presque tous les jours pendant 8 ans, et j'ai l'impression d'avoir un genre de Charlie GPT ou quelque chose comme ça dans un coin de ma tête. Je veux dire, vraiment, j'entends. Tant que Tu ne fais pas le truc bizarre d'IA. Nous n'allons pas faire le truc bizarre d'IA. on nous l'a proposé plusieurs fois, je suis juste là, genre, les gars, non, non, pas du tout. D'accord, donc on leur a proposé ça. Est-ce que je crois que après la mort de Charlie, des gens auraient été assez déplacés pour se précipiter et proposer immédiatement un scénario de Charlie GPT? Non. Je pense qu'il est plausible que ces propositions aient eu lieu avant la mort de Charlie pour une multitude de raisons. Il pourrait te le suggérer. Je veux dire, j'ai clairement été dans des endroits où on m'a proposé genre une Candace IA, une Candace hologramme, parce que ça t'évite d'avoir à être à plusieurs endroits en même temps. Oh, tu pourrais avoir un hologramme. Ça me paraît probablement plus plausible. Ma question est, ont-ils accepté l'offre de créer un Charlie GPT? Parce que je ne saurais trop insister là-dessus. Les donateurs présents à Aspen me le disent que Charlie n'a jamais dit cela. Non seulement cela, mais ils me disent que cela a été répété à plusieurs reprises. Quand il a eu l'occasion d'évoquer Erika, il ne l'a pas fait. Apparemment, Erika était à Aspen, mais elle n'était pas présente à cette présentation précise lorsque les questions ont été posées. Il y a même eu un dîner plus restreint qui a eu lieu plus tard, avec seulement une douzaine de personnes présentes après la présentation. Ils lui ont demandé quels étaient ses projets d'avenir pour Turning Point, et Erika, elle n'a jamais été mentionnée. Quand je dis qu'ils sont stupéfaits, ils sont vraiment stupéfaits. Ils disent parce que tu dois aller plus loin parce qu'ils mentent. Ce n'était pas à l'événement d'Aspen. Ils pourraient facilement supprimer cette vidéo et ils le souhaitent. Ce sont des donateurs pour Turning Point USA. Que puis-je dire à ce sujet? À quel point les implications sont-elles mauvaises ici? Tu comprends? Tu saisis? Parce que je ne pense pas que je comprenne totalement. À quel point ce serait mal si c'est vrai qu'ils ont utilisé un programme d'IA? Ce que la réaction de Blake Neff envers moi laisse penser, c'est qu'ils l'ont fait. Parce que c'est tellement plus facile. Pourquoi publierais-tu seulement l'audio et pas la vidéo? C'est crucial, d'accord, c'est crucial et je ne vais pas lâcher l'affaire. Je suis comme un chien avec un os sur ce point concernant Turning Point. Il faut publier la vidéo et réfuter l'idée qu'ils ont tout inventé parce que l'idée que ce qui signifie que il y avait un complot pour écarter Charlie, puis utiliser Charlie GPT pour convaincre le monde que c'était en fait la dernière volonté de Charlie que sa femme le remplace, non? Ils se sont dit, bon, les gens ne vont pas croire ça. Il a toujours parlé du fait que les femmes doivent rester à la maison, donc il va falloir trouver quelque chose qui convainque les gens que c'est vraiment ce que Charlie voulait. Je sais ce qu'il faudrait faire, on va créer une phrase qu'il aurait dite quelques semaines avant de mourir, et c'est peu probable. Et pour ajouter à ce scénario totalement improbable, ils ont aussi continué d'insister immédiatement et à travers diverses interviews sur le fait qu'Erika aurait été élevée par une mère célibataire, ce qui est objectivement faux. Nous l'avons prouvé 1000 fois. Il est objectivement faux de suggérer qu'Erika a été élevée par une mère célibataire. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est étrange qu'elle se décrive comme une mère célibataire. On dirait plutôt qu'on est veuve. C'est une ambiance totalement différente. Ça me paraît malveillant. J'ai un sentiment troublant, de plus en plus fort, que Charlie ne l'a jamais dit. Ce sentiment est encore renforcé par des donateurs ayant une connaissance directe de cet événement. Et en parlant d'un sentiment croissant et troublant de malveillance, il y a une relation qui, je pense, doit être davantage expliquée ou mieux comprise entre Erika Kirk et Ben Shapiro. Cela commence à me mettre mal à l'aise. Cela ne cesse de se manifester. Je ne voulais pas le voir au début. Je n'étais pas assez cynique pour le voir au début. Je me souviens qu'au début, des gens disaient « Tu crois qu'il prépare une prise de contrôle de Turning Point USA? » Et j'ai dit dans mon émission « Non, je ne pense pas. » Mais quelque chose s'est passé pendant la pause qui, je pense, a changé les choses pour moi. Et il y a tout simplement trop de coïncidences qui s'accumulent ici. D'accord. Tout d'abord, je vous l'ai dit, je vous l'ai prouvé à maintes reprises, Charlie détestait Ben. Tout le monde le sait. Même Jeremy Boring, quand il a gagné sa sorte de tournée Candice un peu, il a édulcoré sa réponse et a essayé de faire en sorte que ça paraisse bien, mais les deux ne s'entendaient pas, comme il l'a dit chez Piers Morgan. C'est l'ancien PDG de Daily Wire. Erika le savait. Andrew Colvett le savait aussi.
Et comme je vous l'ai dit, après avoir été licencié de Daily Wire au début de 2024, Charlie a pris mon parti de manière très forte et publique. Ben s'est alors mis à agir en coulisses, mobilisant, comme le réseau juif de donateurs et d'écrivains, pour exercer une pression sociale. Charlie devait prendre ses distances avec moi à cause de l'antisémitisme. Andrew a admis dans cette même interview au New York Times que nous venons de vous montrer que il a effectivement forcé Charlie à interviewer Ben quelques jours avant sa mort. Charlie n'a pas aimé cela. Il était contrarié contre Andrew, comme Andrew l'explique. Puis Charlie meurt. Quelques jours plus tard, Ben dit qu'il va reprendre le micro ensanglanté. D'accord, très bien. Peut-être simplement une mauvaise formulation. Ensuite, en coulisses, il fait en sorte que Caleb Robinson négocie pour que Ben soit invité dans l'émission de Charlie. En réalité, il voulait seulement que Matt Walsh participe à l'émission. Et Caleb a dit « Que diriez-vous d'une offre 2 pour 1 ?» Andrew Colvett a accepté de faire cela. Donc, il s'est encore une fois imposé là où il n'était pas désiré. Il est ensuite allé aux funérailles. Tout cela, pour moi, était très étrange. Et puis, quelque chose m'a paru louche quand Erika a choisi de lui faire ouvrir Amfest. J'ai dit « C'est trop, non ?» Ensuite, il est radical et instantané dans ses exigences pour que Megyn Kelly dise quelque chose à mon sujet pour qu'elle ne s'intéresse pas à Erika Kirk. En fait, il a été l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment enquêté sur Erika Kirk, parce que je trouvais ça très bizarre. Pourquoi est-ce qu'il nous fait presque signe qu'on devrait enquêter sur Erika? Meghan exige que tu dises ça. Michael Knowles, même maintenant, la traite de diabolique, s'intéresse à l'épouse comme potentielle suspecte, ce qui arrive tout le temps dans le cadre de n'importe quelle enquête. C'est maléfique. Il était trop impliqué émotionnellement. Et j'ai commencé à me demander, est-ce qu'il est aussi impliqué financièrement d'une manière ou d'une autre? Il est allé dans son émission et il a exigé qu'Erika me poursuive en justice pour avoir diffusé une bande-annonce de 2 minutes. C'était sa réponse à la bande-annonce. Erika devrait porter plainte. Candace, pour une bande-annonce qui ne contient que les propres mots d'Erika, c'est après qu'il m'ait poursuivi en justice pendant 2 ans, d'accord, au tribunal d'arbitrage. Comme ça, les gens ne peuvent pas lire et voir à quel point il est mentalement instable et pourquoi il veut de l'argent. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu une avalanche d'emails de la part de personnes de l'Alliance Defending Freedom, d'accord? C'est une organisation énorme. Ils font un excellent travail. Vous savez, si vous vous souvenez de l'histoire du gâteau à faire pour le couple gay, le couple. C'est, vous savez, une organisation pour la liberté d'expression au nom des chrétiens, d'accord? Donc, encore une fois, ils contactent certaines de ces personnes et ils disent, tu sais, Ben travaille avec Erika sur des moyens de te poursuivre en justice. Il est soudainement devenu très influent au sein de l'Alliance Defending Freedom. Il en va de même pour Seth Dillon, à qui ils ont, apporté leur aide, Seth Dillon, à un moment donné. Et je me dis, waouh, n'est-ce pas une organisation chrétienne? De quoi parlez-vous? Ben Shapiro travaille avec Erika Kirk et Turning Point avec Alliance Defending Freedom. Ça ne me semble pas correct. Et ils ont dit, Candice, je peux le prouver. J'ai dit « D'accord ». Et effectivement, ils m'envoient une vidéo interne de leur PDG qui, au début, discute simplement du fait qu'ils travaillaient avec Erika à mon sujet. Donc, je vais simplement vous montrer cette vidéo. C'est encore une fois leur PDG. Je n'ai aucun problème avec elle. C'était juste la preuve que ce qu'ils disaient était vrai. Écoutez bien. Je pense que l'autre chose que je voudrais dire concerne simplement quelque chose qui s'est passé hier. J'étais au téléphone avec une grande organisation que vous connaissez très, très bien. Et il y a beaucoup de tensions autour de qui ils sont en ce moment. Et cela concerne Candace Owens, ce qui pourrait vous donner un indice sur ce dont nous parlons. Et c'était simplement un moment où j'ai pu partager toutes les galères que nous avons traversées. Au cours des 3 dernières années et la façon dont nous avons réfléchi aux décisions que nous avons prises, que ce soit poursuivre quelqu'un en justice, comment répondre à l'hostilité, comment répondre à la persécution, comment gérer le chaos, et mettre en place stratégiquement une nouvelle équipe de direction, toutes ces choses-là. Et elles nous ont semblé tellement pénibles quand nous les traversions. Et pourtant, c'était comme un rappel que Dieu utilise toutes ces choses pour ses desseins. Et puis, comme preuve que Daily Wire était aux commandes, ils m'ont informé que le public n'était pas au courant, mais qu'ils avaient discrètement pris un siège au conseil d'administration. C'est une organisation immense. Il n'y a, je crois, que 8 sièges au conseil d'administration en tout.
Et ils m'ont montré cela lors d'une présentation interne. Et je vais vous montrer, je pense, une image fixe de cela, si nous l'avons, les gars. Caleb Robinson est le PDG de Daily Wire. Il siège désormais au conseil d'administration. Donc c'est comme, vous savez, presque un siège silencieux pour Ben. Je décrirais cela ainsi parce que Caleb Robinson n'a aucune expérience juridique. Et ils ont dit que Ben était aux commandes, qu'il me visait à travers les lignes, défendant la liberté. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que cela me met mal à l'aise. Je ne sais pas quelle est son obsession avec Turning Point USA, mais il y en a une dont je pense que le public commence à prendre conscience. Je le dis aussi parce qu'on m'a souvent dit que cette organisation, comme le Daily Wire, selon moi et d'après ma compréhension de ce qu'est le harcèlement en meurtre, fait cela depuis le jour où ils m'ont licencié. Cela n'a pas cessé. Cela a été un assaut contre ma vie sous toutes ses formes. Essayer d'empêcher mes discours, tenter de pousser des gens à dire des choses sur moi, faire écrire des articles, essayer de faire intervenir d'autres personnes pour s'en prendre à mes annonceurs. J'ai été licencié du Daily Wire en 2020. Nous sommes en 2026. Cela fait plus de 2 ans. Et vous me dites qu'ils ont arrêté. M'attaquer en justice via alliance, prôner la liberté et inciter d'autres poursuites, voilà ce qu'on me dit. Il y a quelque chose que Megyn Kelly a dit. Je ne me souviens plus qui elle avait dans son émission, mais elle parlait de Mark Levin. Et elle a dit qu'il y a une part d'elle qui a l'impression qu'il veut vraiment lui faire du mal, comme s'il souhaitait que Megyn Kelly subisse du tort. Comme si quelqu'un la tuait, il en serait heureux. Et j'ai regardé ça et je me suis dit, oui. Dans ma tête, évidemment, j'ai dit, je suis d'accord avec ça. Et c'est exactement ce que je ressens à propos de Ben Shapiro. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais il y avait une obsession ici. Il a remis mes réseaux sociaux sur le tapis. Ils font des vidéos, ça ne s'est pas arrêté. Et je veux juste m'assurer qu'à chaque occasion, c'est la seule. Je sens que c'est la seule arme que j'ai contre eux. Continuer à exposer le harcèlement qui se passe en coulisses. Il devrait y avoir, d'ailleurs, une organisation, si vous voulez parler d'alliance, de dépenses, de liberté ou de personnes qui aident les chrétiens. Il devrait y avoir une organisation dédiée à la protection des employés, des anciens employés ou des anciens prestataires contre ce niveau de harcèlement incessant et constant. Harcèlement, focalisation et obsession, il suffit de licencier quelqu'un. Cela ne devrait jamais vous arriver au travail, mais je continuerai toujours à le rendre public pour que les gens en soient conscients. Et évidemment, les gens l'ont vu, ils ont réactivé mes réseaux sociaux et apparemment, cela se passe en coulisses. Ils sont d'une manière ou d'une autre impliqués avec Turning Point USA et les encouragent et cette personne a également mentionné Seth Dillon. L'un d'eux a mentionné Seth Dillon. Les 3 autres personnes de l'Alliance for Spending Freedom ont toutes cité Ben Shapiro. Mais oui, ça continue simplement et je veux juste mettre un coup de projecteur dessus. Alors peut-être qu'on pourrait essayer de passer 1 mois avec cet homme qui me laisse tranquille. J'en doute fortement. Il y a quelque chose chez lui qui semble dangereux. Et je vais m'arrêter là. Nous revenons tout de suite après une courte pause. Très bien, vous voyez les gros titres, vous lisez les articles et ensuite l'impact se fait ressentir dans vos propres chiffres. Le solde augmente et les frais s'accumulent. Les paiements minimums sont conçus pour étaler la dette sur des années. C'est pourquoi vous devez jeter un œil à PDS Debt. Qu'il s'agisse de cartes de crédit, de prêts ou de frais médicaux, PDS Debt offre des solutions pour vous désendetter. Ils analysent votre situation unique pour créer un plan sur mesure. Sans score de crédit minimum, ils vous aident à économiser, à rembourser plus vite et à garder votre argent en poche. PDS Debt est noté A+ par le Better Business Bureau. Il affiche des milliers d'avis 5 étoiles sur Google et détient une note de 5 étoiles sur Trustpilot, car PDS a aidé. Des centaines de milliers de personnes à sortir de l'endettement. Chaque mois d'attente vous coûte plus cher en intérêts et en frais. Le meilleur moment pour commencer était probablement hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Lorsque les chiffres sont clairs, il faut toujours agir. Reprenez le contrôle en 30 secondes, obtenez votre évaluation personnalisée gratuite et la meilleure option pour vous sur pdsdebt.com. Candice Ambizo. Encore une fois, il s'agit de pdsdebt.com alias Candice. Je veux aussi vous parler de dose parce que l'un des organes les plus sous-estimés de votre corps, c'est votre foie. Il accomplit plus de 500 fonctions chaque jour. Il filtre les éléments indésirables, soutient la digestion, aide à l'énergie, mais on n'y pense jamais jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Et si on agissait en amont? Dose est un concentré bien-être pour la santé intestinale, l'immunité et l'énergie, idéal quand on manque de temps. Avec une famille active,
ralentir est impossible. 5 secondes le matin suffisent pour tenir toute la journée. Leur produit phare est Dose for Your Liver, qui a été formulé pour nettoyer votre foie des éléments indésirables, faciliter la digestion et maintenir le filtre naturel de votre corps. Les résultats cliniques de Dose ont montré une diminution des niveaux d'enzymes hépatiques de 50% chez la plupart de leurs participants. Un shot de Dose for Your Liver équivaut à 17 shots de jus de curcuma. En ce moment, les nouveaux clients peuvent économiser 35% sur leur premier mois d'abonnement en se rendant sur dosedaily.co. Et en entrant le code Candice lors du paiement ou en allant sur dosedaily.co/Candice. C'est dosedaily.co/Candice pour bénéficier de 35% de réduction sur votre premier mois d'abonnement. Je veux aussi vous parler de Cozy Earth parce que si vous êtes comme moi, vous savez, le meilleur moment de votre journée, c'est celui où vous pouvez enfin vous détendre, que ce soit tôt le matin avec une tasse de café ou en vous relaxant le soir. Et dernièrement, j'ai rendu ces moments encore plus spéciaux avec les chaussons Cozy Earth. Ils sont doux comme des nuages et gardent mes pieds au chaud sans être lourds. C'est un confort indispensable dont on ne peut plus se passer. Leurs peignoirs sont incroyables, le luxe d'un spa, mais directement chez vous. Léger, respirant et incroyablement confortable, c'est le peignoir idéal au quotidien. Avec la fête des mères qui approche, c'est honnêtement l'un des cadeaux les plus attentionnés que vous puissiez offrir, que ce soit à votre mère, à une nouvelle maman ou simplement à quelqu'un dans votre vie qui mérite un peu plus de confort. Les pièces Cozy Earth donnent l'impression d'un câlin que l'on peut porter chaque jour. Cozy Earth garantit la qualité de ses produits avec une garantie de 10 ans et même un essai de 100 nuits, afin que vous puissiez l'essayer sans aucun risque. Alors que cette fête des mères soit aussi un rappel qu'elle mérite, elle aussi, de l'attention. Voyez comment Cozy Earth sublime votre quotidien en instants de pur confort. Allez sur cozyearth.com et utilisez mon code Candice pour 20% de remise. Si vous voyez une enquête après achat, dites que vous avez entendu parler de Cozy Earth ici. Encore une fois, c'est le code Candice sur cozyearth.com pour bénéficier d'une remise exclusive de 20%. Vous savez, je viens de réaliser que je devrais probablement préciser que ce n'était pas la pantoufle Cozy Earth dans laquelle j'ai glissé. C'était en fait une paire que j'avais achetée au Royaume-Uni et la plus grande leçon de ma vie, c'est que j'aurais dû écouter mon mari. Je ne sais pas pourquoi, je me disais, c'est ma taille. Il dit les tailles UK sont différentes, prends ces pantoufles, c'est trop grand. Et moi, j'étais là, non, regarde ce tableau. Ça dit, c'est ma taille, comme s'il n'était pas né et n'avait pas grandi à Londres. J'ai pris la mauvaise taille. Mais comme elles étaient arrivées, j'ai dû les porter parce que sinon je me sentais encore plus ridicule. J'aurais dû simplement écouter mon mari. Et oui, maintenant ça fait 4 semaines que je porte cette botte. Et il a dit, les leçons, on les apprend à la dure. Bref, les amis, passons à ce que Baron Coleman a découvert. Donc, l'une des premières histoires que nous avons révélées, en fait le 29 septembre pour être précis, c'est que nous avions une source ayant une connaissance directe concernant l'arrestation de Tyler Robinson, et il nous avait assuré que la police savait que Tyler Robinson était leur homme avant 19 heures, le 11 septembre. D'accord, je vais vous montrer sur une chronologie pourquoi c'est important. La deuxième chose qu'ils nous ont signalé, c'est que le gouverneur Cox et la police, ils mentaient sur les vêtements qu'il portait lorsqu'il a été amené. Ça leur a simplement paru étrange qu'ils disent qu'il portait une tenue qu'il ne portait pas. Nous avions donc inclus ce petit détail dans notre chronologie initiale. Quand la police du comté de Washington a su qu'il s'agissait de Tyler Robinson, c'était encore une fois avant 19 heures. Ils s'envoyaient tous des textos. Ils avaient dit qu'ils avaient initialement prévu de l'arrêter à Warner Valley, et c'est une partie qui n'est pas encore sortie jusqu'à présent, qu'il achetait une arme, que Tyler Robinson avait acheté une arme à Warner Valley, qu'il achetait une autre arme. Mais soudainement, il y a eu un revirement et ils ont appris qu'il venait de lui-même, de façon coopérative. Il y a quelques points que je pourrais évoquer à ce sujet. Certaines personnes ont spéculé que peut-être le plan, si l'on accepte tous que tout cela n'est que de la désinformation fédérale, était que Tyler Robinson allait peut-être mourir dans une fusillade ou quelque chose du genre. Et ce petit détail qui n'a jamais été révélé au public concernant l'achat d'une arme par lui à Warner Valley m'intéresse particulièrement. Mais voyons pourquoi cette heure précise de 19 heures. La chronologie pourrait être intéressante. Donc, de façon assez étonnante, Baron Coleman parcourait les documents déposés par l'équipe de défense de Tyler Robinson. Et il y avait quelque chose que nous avions complètement raté. Et ces documents suggèrent que Tyler
avait déjà été informé de ses droits, Miranda, et était assis dans un commissariat pour être interrogé à 18h25, le 11. Et je vais vous montrer cela dans la requête visant à exclure la photographie fixe. Donc, ils avancent un argument pour expliquer pourquoi les médias ne devraient pas être dignes de confiance et ne devraient pas être autorisés à entrer dans les tribunaux parce qu'ils ont menti sur tout. Et ils parlent de ce moment, ils évoquent une vidéo qu'ils ont comme preuve. Et ils disent que ce repère temporel à 3h36 de la vidéo montre qu'il était 18h25. Lorsque cet interrogatoire a eu lieu, il mentionne ce 18h25. C'est un policier qui dit « Alors, Tyler, avant de commencer, je vais simplement te lire tes droits. » Et il dit « D'accord, tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi devant le tribunal. Tu as le droit de parler à un avocat avant de répondre, avant que nous te posions des questions. Tu as droit à un avocat durant l'interrogatoire. Si tu ne peux en payer un sera commis d'office avant de commencer. Si tu réponds maintenant, tu peux arrêter quand tu veux. Compris? Alors, est-ce que tu es prêt à continuer? Parce que j'aimerais vraiment discuter avec toi. » Et Tyler répond « Je voudrais parler à mon avocat. J'espère pouvoir parler à un certain Doug Terry qui est dans l'Utah. » Et il répond « D'accord. » Et puis Tyler dit « Je l'ai dit. » Il a dit « C'est un très bon avocat ici, mais je pense que mes parents essaient de le joindre. Mais je crois que son cabinet est fermé pour la nuit. » D'accord. Donc, il semble bien que cela ait eu lieu dans la soirée où l'on sait que Tyler a été arrêté. Et je vais vous dire pourquoi. C'est très important si c'était à 18h25, le 11. Parce que si cette conversation a eu lieu dans ce créneau horaire, cela fait complètement s'effondrer le récit fédéral. Alors passons à cette chronologie pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé le 11. Il s'est passé tellement de choses, c'est difficile de s'en souvenir. Le 11, au début, il s'agissait d'un suspect en fuite. Le FBI a tenu une conférence de presse à 7 heures du matin, où ils ont confirmé qu'ils avaient trouvé l'arme dans les bois. À 7h15, Tyler Robinson est filmé par une caméra en train de faire le plein à la station-service Maverick à Cedar City. À 9h21, le New York Post révèle en exclusivité la photo d'une arme utilisée lors de la fusillade. Mais je dois aussi préciser que ce n'était en réalité pas l'arme de Tyler Robinson. Ils vont nous dire que c'était une arme similaire, ce qui est assez intéressant quand on considère les messages où il dit « Mon vieux a reconnu l'arme ». C'est vraiment parce que ce n'était pas l'arme. Bizarre. Bref, c'est aussi à ce moment-là qu'ils ont mentionné le fait qu'il y avait des gravures sur les balles, parce que maintenant, tout le monde fait ça lors des fusillades. Ils gravent simplement les balles. À 9h48, le FBI de Salt Lake City publie les images statiques. C'est celles-là, les désormais célèbres images de l'escalier qui sont beaucoup trop floues. Elles commencent à circuler et ensuite on peut un peu faire défiler vers le bas et voir ce qu'on nous dit qu'il se passe. D'après les messages, comme les affidavits, la mère reconnaît Tyler et l'appelle. D'accord, d'accord. Mais maintenant, descendons à 17h30, d'accord? À 17h30, Kash Patel et Dan Bongino arrivent sur les lieux. À 18h17, le FBI de Salt Lake City publie une nouvelle série de photos du tireur présumé sur X. Des photos de lui, encore une fois, montant les escaliers. Tyler Robinson, je devrais peut-être le préciser ici, était déjà en garde à vue. Si cela s'avère être à 18h25, le 11, car pour que cet interrogatoire commence, on doit supposer qu'il est arrivé au commissariat avant 18h17. Et son interrogatoire commence là-bas. Encore une fois, vous pouvez le vérifier vous-même dans la requête visant à exclure la photographie fixe qui a été déposée le 30 mars. Je ne peux pas imaginer qu'il ferait référence au lendemain parce que il était déjà en garde à vue, il avait déjà été enregistré, arrêté. Sommes-nous censés croire qu'ils n'ont jamais essayé de lui parler avant 18h25? Le 12, ça ne me paraît pas logique. Mais il me semble qu'ils ont fait des efforts incroyables pour ne jamais inclure d'horodatage dans quoi que ce soit qu'ils ont présenté au public, parce qu'ils semblent inventer tout cela au fur et à mesure. Dès 19h, notre source indique que tout le monde localement a reçu des messages confirmant la capture de Tyler Robinson et son extraction imminente. Dans Warner Valley, qui se trouvait à 12 miles de St. George. Et puis, nous avons le gouverneur Cox à 20h, ce qui est très étrange, car si c'est vrai, et je crois que ma source avait vu juste,
Ils savaient que c'était Tyler Robinson à 7 ans, qu'ils l'aient arrêté ou qu'ils échangent simplement des SMS à son sujet, ils savaient qu'ils tenaient leur homme. Cela rend très étrange qu'à 20 heures, le gouverneur Cox tienne alors une conférence de presse avec Kash Patel et Robert Bowles, vous savez, le nouveau gars du FBI qu'il venait tout juste de placer depuis Washington. Ils l'ont fait venir et l'ont installé dans l'Utah. Ils disent tous « Nous ne savons pas, le gars est en fuite ». Ils ont diffusé la vidéo du suspect. Ils ont publié de nouvelles images fixes. Ils disent qu'ils sollicitent l'aide du public pour identifier un suspect. C'est vraiment très étrange. Si, en fait, ils avaient Tyler Robinson et les policiers s'envoyaient tous des messages en disant « On a le gars ». Ensuite, nous avons le shérif Brooksby, dont nous reparlerons lors d'une conférence de presse ultérieure. Il dira que c'est à ce moment-là qu'il a reçu l'appel téléphonique de Mike Mitchell, qui lui dit qu'il essaie de convaincre Tyler Robinson de se rendre. Tout commence à devenir bizarre. Il dit que l'appel téléphonique a duré moins de 2 minutes. Et puis le shérif Brooksby appelle le shérif du comté d'Utah, Mike Smith, pour lui parler de l'appel qu'il vient de recevoir de Mike Mitchell. Ils sont tous excités. Ils nous disent qu'à 9 heures, Tyler arrive au poste de police. C'est selon la conférence de presse donnée par le shérif Nate Brooksby. Mais cela ne va pas tout expliquer. Tout s'effondre. On a presque l'impression qu'ils essaient de faire rentrer ça pour que ça paraisse avoir eu lieu pendant la 33e heure. Au revoir. Tyler Robinson a été arrêté. Kash Patel le dira plus tard. Ils disent tous que ce sera à la 33e heure. Cela me paraît totalement fictif. J'ai dit que j'avais l'impression qu'il voulait juste dire 33 heures, car il me semble qu'il se faisait des signaux entre eux. 33, 33. Oui, ça existe. Oui, la franc-maçonnerie existe. Oui, c'est mondial. On l'a prouvé récemment. En France, des escadrons d'assassins liés à la franc-maçonnerie. Arrêtons de croire que c'est une simple invention. Et surtout pas de la mienne, c'était quelque chose qui bouleversait Blake Neff. Tu penses qu'il y a du symbolisme avec le 30? Oui, je sais qu'il y a du symbolisme. Ce symbolisme est crucial pour la franc-maçonnerie. Je sais que des gangs francs-maçons existent et qu'ils commettent des assassinats et tuent des gens. Et si tu ne le sais pas, Blake, je serais vraiment surpris. Tu ne serais pas aussi en colère si tu ne le savais pas. À 10h26, selon le mandat, Tyler Robinson arrive au bureau du shérif de Washington avec ses parents. Donc nous avons déjà ce décalage. C'est bien de voir ces chronologies, parce qu'une fois que tu commences à les tracer, tu te dis « Attends, une seconde ». Alors pourquoi le shérif Brooksby nous a-t-il dit qu'il était arrivé à 9 heures? Maintenant, on entend qu'il est arrivé à 10h26. Et, au fait, la bande vidéo de son arrivée est apparemment perdue. Le fait que, et je ne sais pas si cela a été mis à jour depuis, mais le fait qu'on nous dise que les images vidéo, je crois, la presse locale de l'Utah a tenté d'obtenir les images vidéo de Tyler Robinson se rendant ou entrant dans un commissariat et ils n'ont pas pu obtenir ces images, ce que je trouve extrêmement étrange. Mais si vous suivez ce qui est sous-entendu ici, à savoir qu'ils mentent sur tout, alors ils auraient dû supprimer ces images. Maintenant, ils n'ont pas dit que cela avait été supprimé. Ils ont dit que ce n'était pas en leur possession. Ils ne disent jamais vraiment quoi que ce soit de façon affirmée parce qu'ils inventent au fur et à mesure, mais il me semble tout à fait plausible, au moins plausible, très plausible même, que Tyler était déjà dans le commissariat. Et il ne voulait tout simplement rien dire avant la 33e heure. Donc, oui, je trouve tout cela très intéressant. Et il faut aussi vous rappeler combien de fois ils ont menti au début. Vous avez peut-être oublié, mais le gouverneur Cox nous a également dit au départ que les messages étaient sur Discord lorsqu'ils sont sortis pour la première fois, puis ils ont changé et ont dit « Oh, ces messages que nous avons publiés, ils n'étaient pas sur Discord, ils étaient sur iMessage. » Non, c'est un autre changement fédéral. Vous pouvez l'entendre dire lors de la conférence de presse initiale « On les a eus, 33 heures, on se retrouve à Valhalla ». Vous pouvez entendre le gouverneur Cox dire que les messages textes ont été trouvés sur Discord. Écoutez bien. Les enquêteurs ont identifié une personne comme étant le colocataire de Robinson. Les enquêteurs ont interrogé ce colocataire qui a déclaré que son colocataire, en parlant de Robinson, avait fait une blague sur Discord. Les enquêteurs ont demandé s'il accepterait de leur montrer les messages sur Discord.
Il l'a ouvert et a montré plusieurs messages aux enquêteurs et a permis aux enquêteurs de prendre des photos de l'écran à mesure que chaque message était affiché par le colocataire de Robinson. Ces photos comprenaient divers messages, y compris le contenu des messages entre le contact téléphonique nommé Tyler avec une icône emoji et l'appareil du colocataire de Robinson. Le contenu de ces messages comprenait des messages associés à ce contact. Tyler déclarant qu'il devait récupérer un fusil à un point de dépôt, laissant le fusil dans un buisson, des messages liés à la surveillance visuelle de la zone où le fusil avait été laissé et un message faisant référence au fait d'être parti. Le fusil enveloppé dans une serviette. Les messages font également référence à la gravure de balle et mentionnent une lunette ainsi que le fait que le fusil est unique. Des messages provenant du contact. Tyler a également mentionné qu'il avait changé de tenue. Il a dit Discord. Nous avons compris Discord. Nous avons tous dit Discord. Mais ensuite, Discord est immédiatement intervenu pour démentir. Le 12 septembre, ils ont déclaré dans The Hill « Nous sommes profondément attristés par cette tragédie. Nous adressons nos condoléances à la famille Kirk et à toutes les personnes touchées. » Un représentant de Discord a déclaré dans un communiqué « Au cours de notre enquête, nous avons identifié un compte Discord associé au suspect, mais nous n'avons trouvé aucune preuve que le suspect avait planifié cet incident ou promu la violence sur Discord. Ils ont donc soudainement changé d'avis et ont dit « Non, cela se passait via iMessage. Ce n'était pas une erreur. Il lit un morceau de papier, il lit un morceau de papier. » Et puis les fédéraux se sont fait prendre en train de mentir, puis ils ont modifié les choses et ont dit « Nous avons toujours dit que c'était des e-messages. » Et voici autre chose qui était vraiment intéressant. Ce que je veux vous signaler, c'est que, Ashley, tu as dit que dans leur dossier, ils affirment qu'ils n'utiliseront pas ou ne présenteront pas les messages forensiques. C'est bien ça? Donc, ils prétendent avoir pris des photos du téléphone de Lance, de cet échange de textos, quand ils ont amené Lance. Et ils vont montrer ces photos pendant le procès, mais ils ne vont pas réellement présenter les messages forensiques qu'ils obtiendraient, je suppose, d'Apple ou peut-être de T-Mobile ou autre. C'est très étrange. D'accord, cela touche en fait au cœur même de ce que la défense affirme. Ils disent qu'ils ont toutes ces preuves, mais ils ne nous fournissent rien de concret. Nous ne pouvons pas voir la chaîne de possession. Nous ne pouvons pas voir où le message a été créé. Si je te donne une photo et que je dis « c'est moi en train d'échanger des messages avec un tel, j'ai pris une photo sur mon téléphone, pourquoi accepterais-tu cela comme étant la réalité ?» Surtout quand ta vie est en jeu. Non, il te faut les messages forensiques. Il te faut la chaîne de possession. Tu dois pouvoir voir exactement quand ce message a été créé et ils essaient d'obtenir cela. Ils sont en phase de découverte. Ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent et maintenant, l'accusation dit explicitement qu'ils ne prévoient même pas d'utiliser les messages textes forensiques qu'ils ont extraits du téléphone de Lance. Comment ça, vous ne comptez pas les utiliser? Quelle est la formulation exacte? Est-ce qu'on a ça, Ashley, ce qu'ils ont dit et où cela a été déposé? Je sais que tu me l'as envoyé par texto et j'aurais dû le retrouver et l'avoir sous la main, mais c'est complètement fou. C'est ça le jeu. Ils veulent organiser un procès spectacle et dire « Voilà la photo du téléphone de Lance ». Pour moi, il est très évident que Lance est un informateur fédéral. Il travaille pour et au nom des fédéraux. Il serait la personne idéale pour piéger Tyler Robinson. Et n'oublie pas, j'ai eu une communication avec la famille de Lance au début. Ils m'ont dit que c'était complètement insensé que Lance n'ait pas été placé en garde à vue. C'était complètement fou qu'il soit resté là seulement quelques heures, puis relâché chez lui. Mais il a de vrais problèmes, tu sais, il a une tendance à la violence. Ils ont parlé de ça, je voulais communiquer dès le début, des choses qui se passaient pendant qu'il grandissait, comment ils ont finalement dû le mettre dehors. Ils possèdent la maison dans laquelle vivent Tyler, Robinson et Lance. Et ils vous disent que la relation entre Lance et les fédéraux est anormale. Je vous l'ai redit, c'est la propre famille de Lance qui le dit. Maintenant, leur principal argument pour dire qu'ils ont des preuves, c'est Lance Twiggs. Mais nous ne savons rien sur Lance Twiggs. Il semble avoir complètement disparu. Pour moi, ça ressemble à un agent fédéral. Lance, c'est ton colocataire, d'accord? Peut-être que toi, je te donne un exemple ici, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais peut-être qu'ils attrapent Lance sur un site web, un peu comme George Zinn, tu vois? Tu comprends? Ils ont de quoi le faire chanter. Voilà ce que tu vas faire. Tu ne veux pas aller en prison. Tu ne veux pas aller en prison pour ça. Voilà ce que tu vas faire. Ton colocataire, tu vas prendre son arme. Tu vas faire ça. Tu vas faire ceci. On va être dans sa chambre. On va dire qu'il était dans des trucs trans ou des fétiches, peu importe ce que c'est.
Tu vas faire ça, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. C'est comme ça que les fédéraux peuvent transformer quelqu'un en atout. L'élément Lance Twigs dans cette histoire n'a aucun sens. Je ne saurais trop insister là-dessus. Voici la formulation de ce que dit l'accusation sur la façon dont il prévoit d'utiliser les messages. Tu peux afficher ça. À l'exception d'une photographie d'une note brûlée qui a été fournie le 9 janvier, de la vidéosurveillance de la sonnette d'une seule propriété, d'un rapport ADN concernant des objets trouvés dans l'appartement de l'accusé et d'un rapport sur les traces d'outils, chacun des témoins et des pièces à conviction était connu de la défense depuis au moins 6 mois avant l'audience préliminaire, la plupart des preuves qui seront présentées. Lors de l'audience préliminaire, y compris le rapport ADN concernant le fusil trouvé sur les lieux, a été fourni à la défense en octobre 2025. L'État n'a pas l'intention de présenter des preuves obtenues par extraction médico-légale des appareils électroniques saisis dans cette affaire. Donc, encore une fois, à l'approche de cette audience préliminaire, c'est pour cela que la défense de Tyler Robinson était en colère. Ils disent: ils vont juste organiser un procès-spectacle et vous montrer des photos, mais nous ne pouvons pas prouver si ces messages sont authentiques ou non. Et ils admettent, nous n'avons pas l'intention de présenter des preuves obtenues par extraction médico-légale des appareils électroniques saisis dans cette affaire. Cependant, ils ont l'intention de présenter 2 pièces à conviction qui utilisent des caméras pour enregistrer le contenu des messages textes. Donc, nous allons vous montrer notre enregistrement du téléphone de Lance, mais nous n'allons présenter aucune preuve médico-légale que ce que nous vous avons montré est authentique. C'est incroyablement problématique. C'est un coup monté, d'accord, c'est un coup monté. Tyler a servi de bouc émissaire, je maintiens cela. Et ils ne s'en tireront pas comme ça parce que je vais lire chaque document et je trouverai tout. Je vais tout organiser, je vais faire des chronologies. Vous ne pouvez pas simplement assassiner Charlie Kirk en plein jour et créer Charlie GPT pour essayer de nous faire oublier ça et penser que je ne vais pas vous poursuivre. Ça ne marche pas comme ça. De toute façon, je crois que nous avons, oh là là, dépassé le temps. Et je n'ai même pas eu le temps d'aborder Trump qui s'en prend au pape. D'accord, on va faire une courte pause et on revient tout de suite. Alors, vous avez entendu parler de cette escroquerie de 17 millions de dollars qui vise les maisons de retraite à Los Angeles. Un réseau de 11 personnes, dont 2 ressortissants étrangers, a utilisé de fausses identités et des registres publics de titres de propriété pour falsifier des documents et contracter des prêts sur ces biens immobiliers de LA Immobilier. Et les propriétaires n'étaient au courant de rien. Malgré de multiples arrestations, ce sont les propriétaires qui doivent gérer ce cauchemar juridique et financier. Donc, si vous êtes propriétaire sans protection, cela pourrait vous arriver. C'est pourquoi je me suis associée à Home Title Lock. Vous pouvez découvrir dès aujourd'hui si vous êtes déjà victime et vous protéger, vous ou vos proches, contre ce crime en pleine expansion. Rendez-vous sur hometitlelock.com et utilisez le code promo CANDACE pour obtenir un rapport d'historique de titres gratuit ainsi qu'un essai gratuit de leur protection triple verrouillage d'1 million de dollars. Surveillance en continu et alertes urgentes. Et si vous êtes victime d'une fraude, ils dépenseront jusqu'à 1 million de dollars pour la réparer. Alors n'attendez pas. Rendez-vous sur hometitlelock.com et utilisez le code promo Candice où vous pouvez utiliser le lien ci-dessous. Je veux aussi vous rappeler American Financing. Entre courses, voyages et inflation, on se sent vite dépassé, surtout en comptant sur les cartes de crédit. Si la dette s'accumule, vous n'êtes pas seul. Propriétaire, vous hésitez peut-être à contacter American Financing pour garder votre taux hypothécaire bas. American Financing a créé le prêt Smart Equity pour stabiliser vos finances tout en gardant votre taux hypothécaire actuel. À l'inverse d'une marge de crédit variable, le prêt Smart Equity offre un taux fixe et des mensualités stables. Utilisez votre valeur nette pour solder vos dettes coûteuses et libérer des liquidités sans toucher à votre hypothèque actuelle. Vérifiez votre éligibilité gratuitement et sans engagement. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net. /Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net /Owens. Je n'ai pas envie de bâcler la partie sur le PAPE, donc je me dis presque que je devrais la repousser à demain. Je veux dire, vous connaissez évidemment mon point de vue. Trump est très clairement sous influence démoniaque. Je pense que Paula White lui a probablement jeté une sorte de sort. Je veux dire, il est entouré, ironiquement, exactement de ce dont il m'accuse, moi, Meghan et Tucker, parce que nous appelons à la paix.
Nous appelons à la paix. Et lui, il dit que ces gens sont des cinglés. Et puis, il a des gens comme Laura Loomer, qui a été placée de force sous surveillance psychiatrique 50 et 1,50, comme sa conseillère numéro 1. Elle dit « Je le conseille ». Il y a Paula White qui lui dit qu'il est comparable à Jésus-Christ, ce qui est absolument blasphématoire. Et il pense que ces gens sont parfaitement sains d'esprit. Encore une fois, c'est très effrayant d'être aussi loin dans la caverne. Il est tellement dans la caverne, il est tellement convaincu de sa propre invincibilité. C'est complètement délirant qu'il ait été profondément bouleversé par le fait que le pape lui dise la vérité. Du point de vue catholique, c'est une guerre injuste, parce que c'est le cas, évidemment. On ne peut pas simplement décider qu'on veut prendre des choses à l'Iran, ou plutôt ne pas décider, mais que Bibi te dise que tu vas prendre des choses à l'Iran, et ensuite tu le fais et tu mets des vies américaines en danger. C'est injuste. Même honnêtement, si on enlève le catholicisme, c'est tout simplement injuste en général. Ce que vous faites au Moyen-Orient est moralement méprisable. Et oublions le fait que tu es allé à l'encontre de chacune de tes promesses trahies. Ta base, tu as trahi les gens qui étaient là pour essayer d'obtenir des voix pour toi. Tu as trahi Charlie Kirk, tu as trahi Megyn Kelly, tu as trahi Tucker Carlson, tu m'as trahi. Je m'en fiche complètement, tu sais. Je suis très heureux de mourir avec mon âme intacte. Et maintenant, il s'en prend carrément au pape, Voici ce qu'il a dit sur X. Et son excuse est incroyable. Il a dit « Le pape Léon est faible face au crime. Ce n'est pas un tweet. On ne parle pas d'Hillary Clinton, d'accord? Il parle du pape. Il ne se présente pas contre le pape. Le pape Léon est faible face au crime, terrible pour la politique étrangère. Il parle de la peur suscitée par l'administration Trump, mais ne mentionne pas la peur qu'ont éprouvée l'Église catholique et toutes les autres organisations chrétiennes pendant la pandémie de COVID. Quoi? Lorsqu'ils arrêtaient des prêtres, des pasteurs et tous les autres, pourquoi parlerait-il de ça? Cela n'est pas le cas actuellement. Quoi? Il veut qu'il monte dans une machine à remonter le temps et qu'il parle de ce qui se passe en 2021. D'accord. Il poursuit. J'aime beaucoup plus son frère, Louis, que lui. Oh, d'accord. Parce que Louis est totalement MAGA. Lui, il comprend, mais Léo, non. Je ne veux pas d'un pape qui pense qu'il est acceptable que l'Iran ait une arme nucléaire depuis 25 ans, selon Bibi Netanyahou. Je ne veux pas d'un pape qui trouve terrible que l'Amérique ait attaqué le Venezuela, un pays qui envoyait d'énormes quantités de drogue aux États-Unis. Et pire encore, qui vidait ses prisons, y compris des meurtriers, des trafiquants de drogue et des tueurs dans notre pays. Et je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis, parce que je fais exactement ce pourquoi j'ai été élu à une écrasante majorité, atteindre des chiffres records de baisse de la criminalité et créer le plus grand marché boursier de l'histoire. Léo devrait être reconnaissant parce que, comme tout le monde le sait, il a été une surprise totale. Il ne figurait sur aucune liste pour devenir pape. Et il n'a été placé là que par l'Église parce qu'il n'était pas américain et il pensait que ce serait la meilleure façon de gérer le président Donald J. À toutes. Si je n'étais pas à la Maison-Blanche, Léo ne serait pas au Vatican. Pardon? Écoutez, je ne suis pas là pour faire semblant d'être théologien ni d'être catholique depuis longtemps, mais est-ce vraiment ce qui se passe au conclave? Les cardinaux arrivent-ils et se disent « Oh, eh bien, on allait faire notre truc, mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est que Trump est président. On veut s'assurer qu'on pourra gérer Trump. Alors, on va juste choisir quelqu'un de Chicago. Ça semble être la bonne chose à faire parce qu'il y a une Trump Tower à Chicago. » C'est vraiment ce qu'ils pensent qui s'est passé. Qu'il y avait tous ces cardinaux qui arrivaient et que c'était la discussion pendant que les gens attendaient la fumée blanche dehors, que c'est ce qui se passait à l'intérieur. On ne peut pas être aussi narcissique. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je crois qu'il l'est. Je crois que c'est ce que Laura Loomer lui a dit. Je pense que c'est ça. Elle lui envoie des textos et elle dit la vérité et elle lui dit « Il ne serait même pas pape si ce n'était pas grâce à toi. » Elle a été très instable ces derniers temps. Elle a l'impression qu'elle devrait probablement être mise en quarantaine à nouveau, mais elle continue de tweeter des choses insensées. J'ai l'impression que c'est ce que Paula White lui a dit. Et quelques-unes de ses prières blasphématoires, du genre « L'Église catholique devrait vous remercier pour le pape Léon XIV. » Quoi? Quoi? Tout le monde va bien? Personne autour de lui ne va bien. Et j'en ris.
Mais je veux être clair, il est vraiment, et je ne dis pas ça pour en rajouter. Je ne dis pas ça pour faire du spectacle. Il est réellement sous influence démoniaque. On le voit dans les prières. Et vous savez, je dois le dire avec respect, c'était vraiment quelque chose, et j'espère, pardonnez-moi si je dépasse les bornes ici, mais j'espère que davantage de cardinaux, davantage de princes de l'Église prendront la parole contre le rôle que certains de nos évêques ont eu dans cette affaire. Je pense que certains d'entre eux sont devenus trop politiques. L'évêque Baron debout à côté de Paula White pendant cette prière et ses excuses. Pourquoi cela? Eh bien, alors, vous devriez faire une déclaration après et dire « Ceci est mal ». Ceci est mal. Je ne voulais pas l'être. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire lorsqu'elle a prié. Mais ce qu'elle a dit était mal et c'était blasphématoire. Et non, Trump, c'est Pâques. Et Trump n'a rien à voir avec cela. Il n'a rien à voir avec Jésus-Christ. En fait, Trump n'est même pas chrétien. Et donc, il y a ici un rôle dans lequel je pense que l'Église catholique doit vraiment intervenir de manière forte. Je pense qu'il y a trop d'évêques de télévision, trop de pasteurs de télévision, trop de gens qui ont transformé ce que signifie être chrétien en une émission de télé-réalité. Franchement, on peut porter la soutane et se présenter comme quelque chose de totalement différent. Il doit y avoir, et il y a eu jusqu'à présent, une réaction très sévère à travers toute la foi. Tout le monde, chaque catholique, évêque, chaque cardinal catholique, mais les catholiques en général, nous ne pouvons pas soutenir Trump. Vous ne pouvez pas soutenir Trump en ce moment. Et je dois dire que sa sainteté a été très précise dans la façon dont il a répondu aux attaques. Si nous pouvions simplement passer la vidéo de ce qu'il avait à dire, écoutez bien. J'ai essentiellement dit que le message de l'Église, mon message, le message de l'Évangile, c'est « Heureux les artisans de paix ». Je ne considère pas que mon rôle soit d'être politique, un politicien. Je ne veux pas entrer dans un débat avec lui. Je ne pense pas que le message de l'Évangile soit destiné à être détourné de la manière dont certaines personnes le font. Et je continuerai à m'exprimer haut et fort contre la guerre en cherchant à promouvoir la paix, le dialogue et les relations multilatérales entre les États. Chercher des solutions justes aux problèmes. Trop de personnes souffrent dans le monde aujourd'hui. Trop d'innocents sont tués. Et je pense que quelqu'un doit se lever et dire qu'il existe une meilleure voie. Passons maintenant à ce que Trump a dit lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait attaqué le pape. Écoutez bien. Pourquoi espère-t-il Léo sur ses réseaux sociaux? Je ne pense pas qu'il fasse du très bon travail. Il aime le crime, j'imagine. Il nous a attaqués. Pensez-y. Il s'inquiète de la peur. Et la peur quand les ministres et les prêtres et toutes ces personnes formidables qui ont été arrêtées pendant le Covid. Et dans de nombreux cas, ils étaient dehors, à 3 mètres les uns des autres, et ils ont été arrêtés. Donc, ça ne nous plaît pas. Nous n'aimons pas un pape qui va dire qu'il est acceptable d'avoir une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui dit que le crime est acceptable dans notre ville. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un grand fan du pape Léo. C'est une personne très libérale. Et c'est un homme qui ne croit pas à l'arrêt de la criminalité. C'est un homme qui ne pense pas à cela. Nous devrions jouer avec un pays qui veut se doter de l'arme nucléaire pour pouvoir détruire le monde. Je ne suis pas fan de Pope Léa. Devinez quoi? Il essaie littéralement d'enrayer la criminalité, car ce que vous faites dans cette libération est criminel. Tout le monde vous dit que vous avez perdu une grande partie de votre clientèle. Tu as perdu, Maha. Vous avez perdu Megyn Kelly, vous avez perdu Béa, vous avez perdu Alex Jones, vous avez perdu, et ce n'est que du point de vue des commentateurs, si vous voulez, et vous refusez de voir la réalité. Vous refusez tout simplement de voir la réalité. Tu es tellement convaincu que tu peux simplement poster un autre tweet, et bien sûr, il a ensuite ajouté une photo de lui-même en Jésus-Christ par-dessus tout ça. Et il a même reçu des critiques de la part des protestants qui ont dit que c'était complètement inapproprié. Et sa réponse, voici l'image d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, évidemment, il guérit les malades. Et sa réponse à la publication de cette image a été qu'il ne s'était pas rendu compte que c'était censé être Jésus et qu'il pensait que l'image générée par l'IA suggérait qu'il est un guérisseur et un médecin, parce qu'il est médecin dans sa propre tête. Voilà donc son excuse pour vous, juste.
continuer à manquer autant de respect aux chrétiens. J'imagine qu'il aurait suffi de dire « Je suis désolé, cette image générée par l'IA n'était pas appropriée. Elle a été publiée. Les gens n'ont pas réfléchi, ils ont trouvé ça drôle, mais c'était de mauvais goût. » Il est venu avec une excuse disant qu'il pensait être un médecin. Écoutez plutôt. Monsieur Monsieur le Président, serait-ce bien vous qui seriez à l'origine de la publication de cette photo? Moi, en Jésus-Christ, ce n'était pas un rôle, c'était moi. Publié en tant que médecin, c'était lié à la Croix-Rouge. Il y a un travailleur de la Croix-Rouge dessus que nous soutenons. Et il n'y a que les fake news pour inventer ça. Donc, je viens juste d'en entendre parler et j'ai dit, comment ont-ils pu inventer ça? C'est censé être moi en médecin, en train d'aider les gens à aller mieux. Et j'aide vraiment les gens à aller mieux. J'améliore beaucoup la vie des gens. Il pensait qu'il était médecin à la Croix-Rouge. C'est pour ça qu'il l'a publié, parce que, évidemment, quelle année c'était, Ashley, où il était médecin, Skylar? Désolé, il faut juste que je prenne une note. Est-ce qu'on peut demander à Charlie GPT? Quand est-ce Wow, on ne trouve rien qui dise que Trump ait jamais été médecin. Donc je ne comprends pas pourquoi il penserait que l'image le représente en tant que médecin de la Croix-Rouge soignant les malades. Ça semble, et porter cette tenue en particulier ne me donne pas l'impression qu'il était médecin à la Croix-Rouge. Mais c'est la bouillie qu'on nous sert. Ça a été une année brouillonne, mes amis. Ça a été une année vraiment désordonnée. On va continuer à en avoir. Bref, passons à quelques commentaires avant que je parte. Nous avons Kimberly Wood. Voici les meilleurs commentaires du dernier épisode. Kimberly Wood écrit « Charlie est mort libre. Toi, tu mourras esclave. » En me citant, ça m'a vraiment touché, mec. C'est la réalité. Et l'esclavage est un choix. Et les gens ont ri quand Kanye a dit ça. Mais j'espère que les gens ne rient plus parce que avoir ces restrictions, faire ces choses et être tourné en ridicule, à quoi servent toutes ces richesses, ces bâtiments et ces noms? Quand les gens ont cette perception de toi, comme si tu étais incapable de simplement prendre tes propres décisions au quotidien, la personne suivante a écrit « Candace a présenté plus de preuves que Brigitte est un homme que Trump n'en a présenté. Que l'Iran est une menace pour les États-Unis. Réfléchis à ça. » Ouais, c'est vraiment fou que tu continues à dire que l'Iran est une menace pour les États-Unis. Tu n'as présenté aucune preuve. J'ai produit presque 2 saisons. Xavier Boussard a passé 8 ans sur ce livre. Tu devrais peut-être le lire. Mais bon, peu importe. Chacun a le droit d'avoir un type et ton type, c'est Brigitte Macron. C'est pas grave. Si tu penses que tu peux rendre Fetch populaire, Gretchen, vas-y. Aussi, je vous rappelle, la meilleure façon de soutenir notre émission, c'est qu'on a de nouveaux produits dérivés sur le site, des produits fun sur le site. J'adore vraiment les nouveaux. Ça dit vraiment la casquette Make America Christian Again, mais ça ressemble à MAGA parce qu'on a le crucifix dessus, ce que j'adore, et la couleur verte aussi. Elle est vraiment belle. Un joli verre de Noël. Et j'adore aussi notre mug. En fait, pour moi, la première dame de France est une femme bien plus belle que Candace. C'est une déclaration de politique étrangère. Je peux en avoir un? C'est le mug dans lequel j'aimerais boire mon eau pendant l'émission. Et si vous voulez simplement un autocollant pour pare-choc pour votre voiture, eh bien, nous en avons un magnifique. Nous avons un magnifique autocollant pour pare-choc. Il n'y a même pas photo. L'autre autocollant pour pare-choc, il n'y a vraiment pas photo. C'est le visage qui n'a lancé aucun navire. Et le voilà, juste là. Si beau. Trumpy aime Brigitte. De toute évidence, des cinglés et des fauteurs de troubles qui prônent la paix. Apparemment, ça fait de vous un fou. Nous faisons donc passer ces bouchons. C'est évidemment la meilleure façon de nous soutenir, nous, le journalisme indépendant. Et nous serons toujours indépendants. On adore, c'est « Oh! » Et vous avez demandé nos produits dérivés activés par le chignon de combat. J'ai oublié de vous dire, on l'a eu. Vous avez insisté et nous avons cédé, comme toujours. Je vous rappelle, je vous informe que le club de lecture aura lieu vendredi. Je n'ai pas apprécié cela. Nous avions un vendredi de libre et il était plus logique de le faire ce jour-là, de le décaler. Donc oui, ce sera vendredi pour compenser. Et merci à vous tous pour votre patience. Il ne nous reste plus que 2 réunions pour ce livre, donc ce vendredi, puis encore un jour, et ce sera terminé. Et ensuite, le prochain livre que nous allons lire est mon livre. Je suis donc vraiment ravie. Préparez-lui un sandwich. Alors achetez-le à l'avance si vous voulez rejoindre le club de lecture. Le prochain livre que nous allons lire s'intitule « Make him a sandwich » et j'en suis vraiment ravie.
Je suis peut-être un peu partial, mais je trouve que l'auteur est génial. C'est un exemplaire dédicacé. Vous pouvez aussi acheter des exemplaires classiques sur Amazon. Et voilà. Bref, vous tous. Certains de vos commentaires. Est-ce que je viens de lire? Non, je viens juste de lire les commentaires d'hier, quelques-uns avant de partir. Flame of Love, Carmel, merci d'ailleurs pour ce généreux pourboire, écrit « Je n'aurais jamais pensé que ce serait Trump et Netanyahou qui réuniraient protestants et catholiques. » Pour Trump, regardez une chaîne en or, ça reste une chaîne. J'adore ça. Une chaîne en or reste une chaîne, en effet. Ouais. Et oui, comme je l'ai dit, les protestants arrivent dans le lot et on se dit « Ok, ouais, c'est fou. Vous êtes fous. » Sauf Paula White qui a sûrement écrit le tweet. Jess Happy écrit « Mode combat activé. Tu es magnifique, dedans comme dehors. » La vérité, c'est tout. Merci d'avoir eu le courage. Le Christ est roi, en effet. Merci à vous aussi d'être tout aussi courageux. Et aussi, merci tout simplement parce que je pense qu'on fait tous quelque chose de vraiment différent. Comme je l'ai dit, juste la collaboration qui se passe avec cette enquête sur Charlie, ça me rend tellement heureux. Encore maintenant, quand je pense simplement au fait qu'il pensait que tout le monde passerait à autre chose après Charlie, après avoir dit « Oh, regardez, on fait un grand spectacle et tous ces politiciens sont là. » Et Eric a dit « Je lui pardonne. » Et il n'aurait jamais parié sur le fait que nous serions aussi concentrés et aussi engagés sur chaque aspect de cette affaire, tous les créateurs indépendants. Et je sais juste que où qu'il soit, il voit ça. Et savoir qu'il est toujours un sujet tendance, qu'il n'a pas disparu, ça veut tout dire. Je pense que c'est la meilleure influence qu'il aurait pu avoir dans sa vie. J'ai juste l'impression que c'est le genre d'amour que l'on souhaite, vraiment, et d'avoir vraiment fait une différence. Alors merci à vous pour votre attention et pour le fait que vous vous souciez de nous pour chercher la vérité sur ce qui s'est passé le 10 septembre. Parce qu'on sait qu'on ne l'obtient pas. Chloé écrit « Nous devons savoir qui ». J'ai demandé à Charlie qui il voudrait voir le remplacer s'il lui arrivait quelque chose. Je vais aller au fond de cette histoire. Je sais maintenant qui était présent à cet événement. Je travaille là-dessus. Comme je l'ai dit, j'ai toujours des enquêtes de fond en cours et je suis totalement concentrée là-dessus. Christina Schwartz écrit « Je prie pour la protection de Saint Michael est véridique. La lumière débusque l'ombre. Les démons hurlent. Christ est roi. Jésus vous aime tous. » Merci. La prière de Michael fonctionne. Je suis aussi en train de faire une neuvaine en ce moment, une neuvaine mariale que je dois faire tous les soirs jusqu'à Noël. Du coup, c'est devenu en quelque sorte une partie de mon répertoire. C.C. Zag écrit « Si son seul but était de préserver la vision de Charlie, ils n'ont rien fait. Aucun débat en direct depuis, prouvez-moi le contraire. Je suis sûre que Charlie dirait qu'elle a été un échec retentissant sur tous les plans, oui. Et même lors des événements auxquels elle participe, la séance de questions-réponses est truquée. Genre, c'est prémédité. Certains font des vidéos sur ça. Nous avons reçu des courriels. Tout cela simule la parole, mais sans réelle élocution. Et oui, ils ont changé d'avis sur tous ces points de vue et ils continuent de nous manipuler à ce sujet. Bref. Long lundi. J'avais beaucoup à dire. J'étais hors antenne pendant longtemps. Nous allons continuer à rentrer chez nous en voiture. Un récit. Nous avons déballé des choses super intéressantes la semaine dernière et j'ai hâte de vous les présenter. Oui, je suppose. On se voit demain.